Cet exposé, comme on l'a rappelé, il porte sur les Berbères et plus particulièrement sur l'histoire de la Kabylie. La raison c'est que moi-même je suis originaire de Kabylie, c'est la région que je connais le mieux et c'est la région autour de laquelle aussi j'ai beaucoup travaillé. Alors vous l'avez certainement deviné, c'est pas mon métier, je ne suis pas un historien. Je suis plutôt du domaine technique, mais c'est une passion. Donc je m'intéressais à l'histoire des peuples, de la Méditerranée, et évidemment, comme le cas de cet exposé, à celui qui concerne les Mazra. J'essaierai de faire un panorama. Adouhar, c'est Chachnaq, en l'an 950, à la Matsoula. Il y a des ponts d'histoire. Donc il y a 3000 ans d'histoire. On ne peut pas faire ça en 45 minutes, en 50 minutes, d'une façon plus approfondie. Ce qui fait, on laissera le débat à s'il y a des sujets qui vous intéressent. Moi, en fonction des endroits, en fonction des lieux, donc je prends un pont d'histoire, je dis plus, et l'autre, ben, on est obligé, on ne peut pas tout faire comme ça en 45 minutes, je passe à autre chose. D'abord, situons d'abord le monde berbère dans le monde. C'est la carte l'Afrique et l'Europe. Voilà l'espace qu'occupent les Berbères. Et Tzouhour, c'est les oasis de Siwa, c'est l'Égypte, jusqu'aux îles Canaries, à l'ouest du Maroc, et du nord de la Méditerranée jusqu'aux pays du Sahel. Il inclut Katoualem, donc les pays comme la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, des parties aussi du Niger, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, vraiment avec les Touaregs. C'est un espace qui est très grand. Ça représente un peu plus que 8 millions de kilomètres carrés. C'est 15 fois la France, 5 fois la province du Québec, et vous voyez, il y a une différence à peu près de 2 millions de kilomètres carrés pour avoir le Canada, tout entier. Imaziran, ou bien les Berbères, ils avaient plusieurs appellations. 2000 ans avant Jésus-Christ, les premières inscriptions trouvées, notamment en Égypte, c'était des appellations les Libyens. Donc toute cette zone, cet espace est appelé Libyen. Ensuite, les Romains, ils l'ont appelé Africa. Africa, il y a plusieurs thèses sur l'origine du mot, on reviendra plus tard. Une d'elles, c'est Afelka. Afelka qui veut dire en berbère la terre. Et Afelkim, c'est celui qui habite la terre, qui possède cette terre, Afelkim, ce qui a donné après Africanus. Est-ce que c'est lui le projecteur? Petit souci Et avec Massinissa, ça a pris le nom aussi de la Numidie, quand il a unifié l'Afrique du Nord. Et puis les Romains aussi l'ont appelé à un moment les Mauri, ce qui a donné les Maures, après la Mauritanie, comme pays notamment. Et enfin, les Berbères eux-mêmes se prénomment Imaziron. Un Mazir, c'est des hommes libres. Voilà la tramline de cet exposé. Donc on commence ici par la période Chachnaq. Ensuite on passe à la domination, ce que j'appelle la domination romaine. Rome, de l'Afrique du Nord, pendant 6 siècles, avec quelques personnages, on les verra tout à l'heure. Ensuite l'arrivée des Vandales, qui a duré à peu près 1 siècle. Les Byzantins, on survolera ça. L'arrivée des Arabes. Et puis, le Moyen-Âge, je ne dirais pas grand-chose, c'est aussi une période très riche, je dirais juste quelques mots, après on peut en discuter. Les Espagnols, pour une courte période, les Ottomans, et enfin, les Français. Après les indépendances, je dirais un mot, et si vous voulez, dans le débat, puis on va vous parler, c'est de l'actualité. Vous voyez, c'est une histoire, on l'a remarqué, qui parsemée par des occupations. Toute cette région a été presque de tout le temps occupée. Enfin, ces transcriptions, on les a retrouvées chez les Touaregs. Ils ont disparu dans le nord, et chez les Touaregs, ça ressemble à ça. Je pense que pour les Berbères et les Kabyles, vous connaissez tous. Des gravures rupestres dans le désert, notamment le Regard, le Tassilin Hadjer, et ça ressemble à ça, avec des équivalences des lettres latines, vous voyez, et on retrouve la fameuse lettre Aza, le Z berbère, qui est la lettre Z, qui est le symbole aussi de liberté et le symbole de tous les berbères. Son officialisation était en l'an 200 avant Jésus-Christ par Massinissa. Elle a disparu à l'arrivée des Arabes quelques siècles après,
Et puis, elle renaît, ou elle a connu une renaissance à partir des années 70 avec les différents travaux de chercheurs. Au Maroc, d'ailleurs, c'est l'écriture officielle adoptée pour la transcription. Hop. Et la civilisation berbère, elle a son propre calendrier. Elle a son calendrier qui démarre, donc le long zéro, qui est lié à un événement majeur, celui d'un roi nommé Sheshnapr. Sheshnapr, il y a plusieurs transcriptions. Il y a celle-là, je vous montre après une autre. Et Sheshnapr, il est parti en l'an 950 d'ici, des environs de cette région, de Tlemcen à peu près d'aujourd'hui, avec un fort contingent berbère, jusqu'au delta du Nil, en Égypte. Il a livré une bataille avec les Éthiopiens qui avaient occupé l'Égypte à l'époque. Il l'a délivré, il est resté et il est devenu pharaon. Il a été intronisé pharaon à partir de cette date. Il a fondé la 22e dynastie égyptienne, où il a régné lui-même et sa descendance pendant plusieurs années, donc plus de 2 siècles. C'est de là que le calendrier berbère commence. Donc aujourd'hui, à ça, on est le 22 mars de 1967. Sheshnapr, comment son existence, ou bien surtout sa généalogie a été remontée chez nous, on va dire chez les Berbères, c'est la fameuse stèle de Lapis, qui a été retrouvée dans le séparium de Sekhara, ici en Égypte. Celle-ci rappelle, donc elle a été écrite par Pashenor, qui est un descendant 5e génération de Sheshnapr, où il a rappelé les ascendants donc, de Sheshnapr jusqu'à ses origines berbères. Elle est au Louvre, au musée du Louvre à Paris. D'autres traces, bien évidemment, une stèle du Don, la stèle de Sheshnapr II, elle est à New York, au musée de Brooklyn. Vous avez le grand sphinx de granit, c'est l'un des plus grands conservés en dehors d'Égypte, il est au Louvre, il porte les transcriptions de Sheshnapr. Vous avez aussi, ça je l'ai prise au musée News de Berlin, c'est un coffre à canon en albâtre qui porte également les transcriptions de Sheshnapr. Je l'avais pris à l'époque par hasard. C'est après que j'ai découvert que ça lui appartenait et puis je suis reparti et j'ai vérifié ça également. Sinon, il y a un autre sphinx qui porte les transcriptions de Sheshnapr, cette fois au musée de Brooklyn à New York. En Égypte, pardon, il y a d'autres aussi au musée du Louvre. Hein. J'en ai pris celle-là, ceci avec le projecteur, je pense. Ouais. Donc vous avez les descendants de Sheshnapr, notamment Ozorkon, premier. On a sa statue, on a la triade au nord, c'est l'une des mieux conservées au monde, hein, des trésors égyptiens. Elle se trouve aussi au musée du Louvre, j'ai prise très récemment celle-là. Peut-être que c'est les connectiques. On va voir. Ça doit être un problème de connectique. Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses, c'est ça, c'est celle qu'on a trouvée, il y en a d'autres dans d'autres musées. En Égypte, maintenant à Karnak, à côté de Luxor, il y a le portique avec un relief qui représente Sheshnapr, celui-ci, et on a aussi une statue qui porte les transcriptions de Sheshnapr. Alors, une remarque importante ici. La capitale Sheshnapr, c'était vers là. Hein, la capitale de sa 22e dynastie. On retrouve des statues, des stèles qui lui sont dédiées dans cet environ-là. C'est l'un, d'après certains historiens, premier pharaon à avoir unifié toute l'Égypte, la haute et la basse Égypte. Donc vous vous rendez compte du pouvoir qu'il avait. Voilà le calendrier. Donc on parlait de Sheshnapr pour le calendrier berbère, et comme c'est un fait aussi important, le calendrier berbère, il se base sur les grands changements saisonniers entre le froid, les grands froids et les beaux jours. Et bien sûr, il est basé sur le cycle de végétation et le positionnement des astres. La célébration en Néad, ce qui est dans le premier jour de l'an berbère, est faite par un dîner copieux, ce qu'on appelle, excusez-moi, Imensini Néad, par des jeux pour les enfants, et il y a plein de mythes et légendes, comme bien sûr tous les endroits de l'Afrique du Nord, c'est l'endroit donc qu'occupent les Berbères. Et de toutes les fêtes, l'Inayad est la plus importante.
Le 12 janvier, certaines régions du Maroc, c'est le 13 ou le 14 janvier. Le 3 février, le 22 Nayar, c'est Azara, le début du retour du climat clément. Ensuite, vous avez le 13 février, ce que vous connaissez. C'est le jour, ce qu'on appelle le jour de l'emprunt, qui correspond au 31 Nayar. Hein? Oui, et Mandren. Et ça, il y a une petite légende, est-ce que vous la connaissez, celle de la vieille et de la chèvre. On raconte qu'une vieille dame avec sa chèvre a passé tout un mois de janvier chez elle parce qu'elle a été bloquée par la neige, tout le mois de janvier. Donc elle a épuisé ses réserves, mais elle a survécu. Et donc à la fin du mois de janvier, début de février, il y avait le retour des jours meilleurs. Donc elle a pu sortir, et en sortant, elle s'est moquée du mois de janvier, en lui disant « Inaya, tu es maudit, tu nous as bloqués, tu nous as privés de lumière, mais on n'a rien eu. » Donc, et Inaya, il s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à son ami Fourab, février. Il lui a dit « Mon ami Fourab, prête-moi s'il te plaît un de tes jours, pour que je puisse me venger de la vieille qui se moque de moi. » Et il lui a prêté un jour, Fourab, février, et le mois de janvier. Donc, il a fait des averses, du vent violent et d'une neige très forte. La vieille femme et sa chèvre étaient déjà sorties dans les champs. Donc elle a été prise au dépourvu et piégée, malheureusement, décédée avec sa chèvre. Et donc, on dit, depuis ce temps-là, janvier n'a jamais remis le jour qu'il a emprunté à février. Et c'est pour ça que le mois de février, il se retrouve avec quelques jours de mois. C'est le mois le plus court de l'année. Voilà l'explication suivant cette légende. Vous avez d'autres dates aussi clés. La période du froid piquant, c'est ensuite les pluies néfastes. Ça correspond au 9 avril. Le 10 mai, c'est l'Inissan, les pluies cette fois bénéfiques, et c'est là où on fait la procession Bonzar. Et qui dit Anzar, c'était le dieu de la pluie à l'époque. Ça me ramène maintenant à parler des croyances berbères avant le monothéisme. Il y en avait, souvent on les oublie, mais elles sont dans certaines régions, même en cours aujourd'hui encore, mélangées à toutes les autres croyances. Alors, il y en a certains chercheurs, les ont partagés en trois sortes. Les croyances d'abord populaires, il y a les montagnes ou les rochers. Donc, je vous donne quelques exemples, des photos que j'ai prises dans certains endroits. Ça, c'est le mont Imatagentours, parce que certains de vous le connaissent, il est dans la commune d'Ourville. C'est celui-là. Il est visité, selon les dates, souvent vers le printemps, c'est un saint, un gardien de toute la région. Vous avez d'autres plus connus. Là, c'est la commune d'Arville. Donc, je prends des photos. C'est une photo prise en décembre 2015. Certaines, depuis le village à Kaouj. Ici, c'est la région de Michelet. Là, c'est le village à Kaouj, dans la commune d'Ourville. Alors, vous connaissez peut-être Razontrol. C'est dans la région entre Ilit et notre Michelet. Razontrol, c'est un lieu aussi qui est vénéré. Ici, vous le voyez, pour une légende, on disait qu'il y avait une couscoussière. Il y a une chute libre ici derrière à peu près de 1000 mètres. Une couscoussière qui est tombée d'ici avec le couscous, il est arrivé en bas, le couscous s'est jamais renversé. Et depuis ce jour-là, ce lieu est devenu saint. Voilà quelques images. Vous voyez, c'est un endroit magnifique. Hein. Donc, il est à 2000 mètres à peu près d'altitude et vous avez des panoirs, qui est très rare, un arbre qui n'existe que dans cette région et certains endroits en Portugal. Voici le lieu vu de haut. Vous avez un couscous pour 30 000 personnes gratuit. Trois vendredis du début du mois d'août. Il y a 3 villages qui l'organisent, Tazrot et Zoufga, qui l'organisent tour à tour. Voici la vue sur Razontrol, vous voyez, de loin. Tout à l'heure, les photos ont été prises de là. Voilà notre vue cette fois du côté du col de Shlata, quand on y va vers Arvo. De l'autre côté, vous avez la neige comme ça et le mont il est là. Et puis ce jour-là, c'était un mois de mars 2015, regardez la neige. Vous avez des talons de neige à cause du vent ici dans cet endroit-là. Alors quand je le montre, les gens ne pensent pas que ça peut ressembler à ça. Là je suis là, donc vous voyez la dimension du talon de neige.
Et puis plus loin, cette fois c'est plus récent, ça c'est le col Kiruda, c'est de l'autre côté. Ça, cette photo, je l'ai prise début, là, il y a un mois seulement. Ouais, c'est pour y aller vers Bouila, vers Fezmet, depuis Izedjama. Donc en parlant de ces croyances populaires, vous avez aussi Ifrir, la grotte. Alors, en parlant de ça, c'est assez important, intéressant, vous l'avez partout en Afrique du Nord. En Afrique du Nord. Vous avez une ville qui s'appelle Ifrane, près de Bougulis, au Maroc. C'est une ville à 1500 mètres d'altitude, où il y a même une station de ski. Vous avez un Ifrane, au niveau à côté de Tlemcen. Ensuite, en Kabylie, il y a plein d'endroits, vous voyez, il fait ce mot, c'est une grotte, je crois, près de Wassif. Vous avez Ifrane Ouzlegel, là où il y a le congrès de la Soumam notamment, dans la Soumam. Vous avez Ifrane en Libye. Dernièrement, elle est connue par sa célébration grandiose du Nouvel An berbère. C'est une région berbérophone, encore aujourd'hui, et à l'avant-garde de la revendication berbère en Libye. Africa, une autre thèse, je vous ai parlé tout à l'heure de Fafalka, cette fois, une autre thèse disait que le mot Africa vient de Ifri. Donc l'importance de cette divinité par rapport à Ifri qui veut dire aussi protection, Ifat. Voilà, donc des centaines de lieux, hein, quelques-uns, mais qui existent à travers toute l'Afrique, ce qui a donné probablement le nom Africa à l'Afrique. Sachez aussi que l'Afrique, c'était une appellation uniquement d'Afrique du Nord. L'Afrique subsaharienne, elle s'appelait à l'époque romaine l'Éthiopie. Donc c'est après qu'elle a été généralisée pour tout le continent. Hop, je reviens, pardon, en arrière. Ensuite, vous avez Anza, j'en ai parlé tout à l'heure, le fameux dieu de la pluie, on peut parler longuement là-dessus, mais le temps manquera. Et enfin, vous avez les croyances, les croyances officielles, qui sont des mythologies. Il y a le dieu de l'époque, c'était le dieu à la tête de taureau, Agulzil. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? En fait, c'est le dieu officiel de Massinissa à un moment, et même de Kahina, plus tard. Ça remonte à très loin. Regardez, vous vous rappelez de la fameuse stèle que je vous ai montré tout à l'heure de Lapis. Regardez Shashna, ce qu'il a représenté. C'est le premier à l'introduire en Égypte. C'est la tête de taureau, c'est le Bourzi. Donc c'est le dieu des Berbères de l'époque qui a été introduit chez les Égyptiens. Et comme je vous disais, ça remontait à très loin. Ensuite, elle a été reprise par Massinissa, voire même Delia, d'après certains chercheurs. Et un temple à Girza en Égypte qui lui est dédié. Et on suppose que le nom Girza vient de Bourzi, qui est une ville qui existe aujourd'hui en Libye. Et on ne sait pas encore s'il est préservé ou détruit par aujourd'hui. Voilà, vous avez d'autres croyances partagées avec les civilisations, notamment égyptiennes, carthaginoises, et là, ça m'introduit, donc le Balamon m'introduira à un autre événement majeur de cette région, c'est les guerres puniques, et celle notamment d'un personnage très connu en Occident, c'est Hannibal. Alors, cette région, donc, quand les Phéniciens sont installés dans quelques comptoirs, en fond des Carthage, c'est une civilisation, ça je le rappelle, berbéro-phénicienne. Berbères, aussi en grande partie parce qu'il n'y avait pas une émigration majeure des Phéniciens. C'était avec les Berbères qu'ils ont fondé cette civilisation. Carthage, c'est une civilisation berbéro-phénicienne. Et un personnage au cours de la deuxième guerre punique, vous savez, il y avait eu 3 guerres entre les Phéniciens, entre Carthage et Rome. Carthage a été fondée avant Rome, en l'an 800 avant Jésus-Christ. Rome, qui a été, on va dire, définitivement installée comme puissance en l'an seulement 200 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 600 ans après. Et Rome, qui naissait, vous voyez en Carthage, sa rivale. Bon. Alors elle a déclaré la guerre, notamment lors de la première guerre punique. Lors de la deuxième guerre punique, donc il y en avait plusieurs guerres, hein, on les a appelées les guerres puniques. Et lors de la deuxième guerre punique, un personnage, je le disais tout à l'heure, majeur, qui est très connu et autour duquel on a fait plein de choses, des légendes, voire même des mythes. Celui-ci est connu pour être parti depuis Carthage avec une armée. Il a traversé toute l'Afrique du Nord. Ensuite, il a eu de même des alliances avec les Gaulois jusqu'à traverser les Alpes avec les éléphants. En tout, il est arrivé ici en Rome, du côté de l'Italie,
avec 30 000 hommes, donc 15 000 cavaliers. La cavalerie berbère, c'était la plus puissante à l'époque en Méditerranée. Et 37 éléphants, ils ont tous traversé les Alpes. Il n'a perdu aucun éléphant. C'est pour ça qu'il est devenu une légende. Et surtout, il est connu pour avoir vaincu Rome dans plusieurs endroits, chez eux, parce qu'il les a surpris. Rome l'attendait depuis là, mais il est parti ici. Et il est même rentré, je vous dirai tout à l'heure, l'endroit supposé. Surtout, il est connu pour sa bataille à Cannes, en Italie, à Cannes en France. Il a eu une stratégie qui est adoptée aujourd'hui encore dans les écoles militaires, dans la plupart des grandes académies occidentales. Cette bataille de Cannes est connue pour avoir, en fait, il était avec 30 000 soldats. En face de lui, Rome, il était avec 80 000. Il était en infériorité numérique. Rome, bien sûr, croyait aller faire lui une bouchée de pain. Mais il a adopté une stratégie, donc il a aligné son armée tout au long, et il les a laissés venir, ensuite encerclés par la cavalerie qui était puissante, et il les a étouffés. Elle est considérée comme la bataille on va dire, gagnée de l'histoire la plus importante, et surtout la défaite la plus importante de Rome. Rome a perdu tous ses hommes, et lui, il n'en a perdu que 6 000. Et donc, le cours de l'histoire allait être changé à l'époque, s'il était resté, parce qu'il est parti jusqu'à près de Rome, il a encerclé pendant 4 ans, mais il n'est jamais allé au bout. Plusieurs thèses aussi tournent autour de ça. Pourquoi il n'a pas, entre guillemets, complètement détruit Rome? Certains disaient qu'il avait des élections qu'il devait rentrer. Il devait rentrer pour ne pas les perdre. Lui, c'est un général, mais il voulait gagner aussi les élections. Il est rentré. Donc finalement, après 4 ans de siège de Rome, il est revenu. Il a perdu ses élections, ensuite il a été déporté dans la Syrie d'aujourd'hui. Au cours de la deuxième guerre punique, un certain monsieur, donc, Scipion Émilien, appelé aussi Scipion l'Africain, a déclaré une nouvelle guerre, cette fois à Carthage, connue comme la troisième guerre punique, et lui n'a pas fait de détails, puisqu'il a détruit entièrement, en 1146, Carthage. Et Rome, à l'époque, a eu un allié, on connaît tous, qui a participé à ça, c'était Massinissa. Massinissa ne savait pas que Rome allait se retourner contre lui. Parce qu'à l'époque, Massinissa et Carthage étaient en rivalité, il a fait alliance avec Rome, et après, les Berbères l'ont regretté. Par la suite, Rome a occupé l'Afrique. Voici le buste de la statue de Hannibal au Louvre. Et puis, bien sûr, les ruines qui restent encore aujourd'hui visitables près de Tunis, les ruines de Carthage. Voilà, c'est une photo que j'ai prise très récemment, là, en mars, là, c'est depuis le lac du Bourget. Vous voyez là les Alpes. La traversée des Alpes était faite dans cet endroit-là, qui est appelé le col de la Traversette. Il y avait plusieurs thèses, même une qui disait qu'il était passé depuis le col de Grand Saint-Bernard en Suisse. Celle-là, c'est la plus renforcée. Très récemment, une équipe canadienne de l'Université de Toronto a fait des recherches sur place, donc près d'un pont, et ils ont prélevé donc des restes, et c'était en faisant des analyses, donc ça remontait à la date supposée où ça traversait, mais surtout ça a reflété une présence d'une forte cavalerie dans un seul endroit en un temps très court. Pourquoi les chercheurs, en recollant les morceaux, n'ont pas forcément opté pour celui-là? Parce qu'il était dur. En disant, avec les éléphants, c'était impossible de traverser ce col. Mais les analyses biologiques, aujourd'hui, démontrent qu'éventuellement, il était passé par là. Maintenant, on passe à ce que j'ai appelé l'époque des Berbères, des rois berbères. C'était bon, je vous résumais pour qu'on voit à peu près donc, où ça se situe, une carte de l'époque et les noms des villes aujourd'hui. D'abord, il y avait, je commence vers à peu près l'an 200 ans avant Jésus-Christ, 2 royaumes berbères ici, les Massaciles, les Massiles. Les Massaciles avaient Siga, Intimushant aujourd'hui comme capitale, et Syphax comme roi, et les Massiles, Gaïa comme roi, et une capitale qui est très connue, Cirta, Constantine. Bon, c'était 2 royaumes, ils se livraient de temps en temps des batailles, mais voilà, c'était pas plus que ça. Un fait marquant, c'était la naissance de Massinissa, le fils de Gaïa, qui lui, pour la première fois, réussit à unifier tout ce royaume, ce qui a donné par la suite le royaume de Numidie. Vous voyez, il y a une petite partie qui n'est pas incluse, c'est la partie contrôlée par ses rivaux qui étaient Carthage, des Berbères et des Phéniciens. Ça, c'est le buste de Massinissa qui se trouve dans la salle des philosophes au musée de Rome.
Voici Constantine, que vous connaissez, certains. Et surtout, moi je montre Constantine parce que là, vous avez encore une des rares choses qui n'est pas détruite de la civilisation berbère, c'est le tombeau de Massinissa, qui est encore là. On a trouvé ici son armure, on a trouvé son tombeau, le trésor a disparu, mais on a trouvé beaucoup de traces de lui, et surtout des transcriptions puniques qui rappelaient ses origines, qui rappelaient son rôle important à l'époque. À la mort de Massinissa, ce sont ses deux enfants, deux petits-enfants, Aderbel et Imsal, qui ont pris le royaume, et ils l'ont divisé en deux, bien sûr par l'aide de Rome. On n'a pas aimé cette unité, parce que Massinissa est mort d'une mort naturelle, à 80 ans. Il était tantôt allié, tantôt ennemi de Rome, mais Rome n'avait pas voulu l'embêter car il était puissant. Il avait une forte cavalerie, il avait sédentarisé presque tous les berbères, ce qui n'était pas du tout fait dans cette région. Ils l'ont laissé tranquille jusqu'à sa mort. À sa mort, ils ont utilisé ces petits-enfants, leur rivalité, pour diviser le royaume. Ils ont indirectement installé chacun d'un côté. Ce qui n'a pas plu, parce qu'après ils collaboraient avec Rome, ce qui n'a pas plu avait un personnage aussi connu, Jugurtha. Jugurtha, c'est le petit-fils illégitime de Massinissa, ce que racontait Salustre. Jugurtha est supposé être le fils d'une servante à Massinissa, donc il a été toujours, on va dire, taxé d'illégitime, etc. Mais c'était un homme intelligent, c'est un homme qui aimait sa région, et pour preuve, il a repris le pouvoir à Imsal et à Derbel. Salustre racontait qu'il les avait tués, etc. Bon, à l'époque, ça se faisait un peu partout. Et ce Jugurtha est connu pour sa guerre des 7 ans, raconté toujours par le célèbre bouquin de Salustre. Il a été trahi par son beau-père, Bocchus. Vous savez pour ça ce que veut dire Bocchus en kabyle? Bocchus, traître. Vous voyez, ça remonte à combien? Ça remonte à l'an 104 avant Jésus-Christ. Le mot Bocchus aujourd'hui, c'est pour dire traîtrise. C'est le nom de son beau-père, pardon, qu'il avait trahi, et donc les Roms, au bout de 7 ans, ils n'ont pas pu le vaincre militairement, ils l'ont eu par ruse. Ce Jugurtha donc, a été déporté, emprisonné à Rome, dans la prison Tullianum, qui est encore visitable aujourd'hui. Et si vous y allez, elle est là, c'est une photo que j'ai prise en 2003. Ça, c'est la prison, Mamertinium, c'est la prison Tullianum. Là, c'est le grand forum, pour ceux qui connaissent Rome. Vous avez le Colisée juste en bas, plus loin. Et si vous remarquez, après je vous dis quelque chose, ça c'est l'arc de Septime Sévère. Septime Sévère, c'est le premier empereur romain d'ascendance non italienne, qui est berbère. Donc ce arc-là, il est juste à côté de la prison. Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? On ne sait pas. Dans tous les cas, Jugurtha a été emprisonné ici, et mort, d'après les transcriptions qu'on a retrouvées, de faim. Mais apparemment, il a été tué. Et 50 ans plus tard, puisque j'essaie de faire toujours des parallèles dans l'Occident, des parallèles historiques connus dans l'Occident, 50 ans plus tard, un célèbre Gaulois, Vercingétorix, a connu le même sort et dans la même prison. Voici, quand j'étais là, en 2014, la plaque commémorative, elle était en rénovation. Et quand j'ai demandé à la dame qui était à l'accueil, elle me disait, quand j'ai parlé, j'ai dit, je cherche la pancarte. Elle me dit, c'est pas Jugurtha que vous voulez chercher, alors que c'est une italienne. Elle dit, c'est pas Jugurtha? Je dis, oui, mais il n'y a pas que lui dedans, comment vous savez? Elle dit, parce qu'on n'est pas le seul. Il y a forcément beaucoup de berbères ou de kabyles qui y vont et demandent après ça, apparemment. Et donc, la pancarte, elle ressemble à ça. J'ai pris une photo où vous reconnaissez le personnage? C'est Marco Blumes. Ouais. Et vous le voyez, donc Jugurtha. Ouais. Jugurtha dit Numidial, roi de Numidie, donc mortel, femme. Donc il est mort de faim en l'an 104 avant Jésus-Christ. Et vous avez Vercingétorix là, 50 ans plus tard. Voilà, c'était Matteo quand il est allé, il a reçu le prix de la liberté à Rome, il était allé le voir. Celle-ci maintenant, je crois, ils l'ont remise à nouveau. À la mort de Jugurtha, c'est Juba Ier
qui a repris les règnes. Et Juba Ier, pardon, oui c'est ça, Juba Ier, lui, il était encore plus ou moins indépendant de Rome. Pas tout à fait. À sa mort, Juba, donc l'Afrique a été annexée définitivement à Rome comme une province. Et Rome avait installé un autre Juba, c'est le fils de Juba Ier, qui est Juba II. Lui, il a été pris à l'âge de 4 ans, élevé à Rome, et était marié à une célèbre dame, à la fille d'une célèbre dame, Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre, et de Marc-Antoine. Et ils l'ont bien sûr introduit en Afrique. Il a fait sa capitale à Césarée, Chachia d'aujourd'hui, où on a encore des vestiges. Et ce Juba était aussi un homme très intelligent, on lui doit beaucoup de choses, et apparemment la découverte des îles Canaries, puisqu'il est aussi voyageur, géographe et historien. Donc il a fait des villes assez prospères, mais en forte collaboration avec Rome. À sa mort, il y avait Ptolémée encore, qui était aussi installé, mais c'était l'un des derniers vraiment rois concrètement berbères. Voici ce qui reste de Chachia, aujourd'hui, notamment avec le fameux tombeau appelé la chrétienne. Alors qu'il n'a rien à voir avec la chrétienté, c'était un tombeau qui revenait à l'époque de Juba II. Quelques vestiges de cette époque romane, il y en a plein. Où vous allez en Afrique du Nord, vous en avez. Les plus connus, c'est Timgad. Timgad, c'est la deuxième ville romaine la mieux conservée au monde, après Pompéi, en Italie. Pompéi a été préservée par les cendres du Vésuve, le volcan a explosé, donc il l'a couverte, et celle-ci par le sable. C'est pour ça qu'elle reste, je ne sais pas si vous l'avez visitée, on ne peut pas la visiter en un jour. Elle est énorme. Et on a toute l'architecture d'une ville romaine, typique. Là, c'est les thermes. Vous avez bien sûr l'arc. L'arc, tout à l'heure, que vous avez vu, c'est celui de Trajan. Vous voyez, on a même les traces encore des chars de l'époque. L'arc de Trajan, vous avez vu tout à l'heure. Et à l'époque, j'ai été avec un ami, ça c'était en 2007, je crois. Ça, c'est là, le Capitole. Le Capitole, les villes romaines... L'importance des villes romaines, on les reconnaît par l'importance du Capitole. Celui-là, c'était un des plus importants. À l'époque, on était avec un ami français, un cousin, on a visité, on est tombé malheureusement pendant le fameux festival de Timgad. Donc c'était fermé, on ne pouvait pas rentrer, on a essayé de négocier, et c'était un chari, et le responsable de tous les sites et vestiges, il a compris d'où on venait, pourquoi on venait, il a dit « je vous fais une exception ». Vous allez le visiter et la cerise sur le gâteau avec lui. Donc on a eu une visite guidée par le responsable de tous les sites romains de toute la région de Batna, des Aurès. Et donc on a visité tout ça et puis on a trouvé des choses comme ça. Alors, il ne faut pas les mettre dans sa poche, c'est 5 ans de prison. Donc en fait ça remonte encore, ces pièces, l'érosion. On trouve. Et vous savez, ça je vous apprends rien, le gouvernement algérien n'a rien fait pour protéger tout ça, voire même laisser aller exprès. Donc, si ça tient, voilà le festival. Alors là, ils ont reçu des menaces de l'ONU, parce qu'ils utilisaient l'amphithéâtre romain pour faire ce festival. Je crois qu'ils ne le font plus dans l'amphithéâtre, parce qu'ils le dégradaient forcément à chaque fois. Cette histoire, donc à la fin de ces rois berbères puissants, il y en avait d'autres, mais pas pour la Berbérie, mais pour l'Empire romain. Je vous ai parlé tout à l'heure de Septime Sévère, qui était le premier empereur d'ascendance non italienne de Rome. C'était un berbère. Il est né en Afrique. Ce buste, je l'ai pris il y a 6 jours, ici, chez vous, au Canada, à Toronto, au musée de Rome, Royal Ontario Museum. Voilà. J'en ai trouvé avec le buste de sa femme, Julia Domna. Et les pièces aussi de monnaie d'eux, donc ça c'est sa femme, lui, la femme est plus grande que lui, la représentation. Et dans Enfants, je vous les montre tout à l'heure. Ça c'est ce que je vous ai montré, la photo du forum, ça c'est l'arc de Septime Sévère dans le forum, et là c'est la prison où Jugurtha est décédé. Est-ce qu'il ne l'a pas fait exprès, en reconnaissance ou pour être proche de lui, Septime Sévère, peut-être en reconnaissant ses origines. Ensuite, vous avez son fils, qui est aussi devenu empereur, Caracalla, est connu en Occident d'avoir laissé les grands termes de Caracalla à Rome. C'est les plus grands, c'est sa plus grande réalisation. Vous voyez son expression? Il est un peu méchant, quand il était méchant. Il a tué son frère Geta, qui était aussi empereur en même temps que lui. Et cette expression, c'est l'un des premiers bustes avec une expression du visage qui a été fait à l'époque. C'est à partir de cette date-là, on a des expressions, vous voyez,
Ils l'ont fait exprès pour montrer son caractère un peu dur. Je vous ai dit qu'il a fait ces termes. C'est immense. Ces rencontres sont visitables à Rome. Elles sont d'une capacité de plus de 6000 baigneurs en même temps. Vous imaginez un peu la... Et vous avez, cette fois-ci, des termes plus modernes, à Baden-Baden, en Allemagne, qui porte son nom, le terme de Caracalla. Son frère, Geta, qui partageait le pouvoir avec lui, qui a été tué par Caracalla, qui était aussi en terre. Hein. Donc c'est le troisième, si vous comptez avec moi. Et puis vous avez Macrus. Alors ce que je vais faire, je vais relancer.